L'Union européenne soutient et finance des projets dits Interreg visant à promouvoir la coopération transfrontalière, notamment dans le domaine environnemental. Actuellement, une étude franco-suisse s'intéresse au cerf Elaf. Il s'agit du second projet Interreg concernant la recolonisation du massif jurassien par cette espèce emblématique. Les objectifs de ce projet peuvent se décliner en 4 volets principaux: l'acquisition de connaissances, leur communication, la gestion sylvicole et les problèmes de dégâts, enfin la gestion des effectifs de cerfs. C'est ce que va vous présenter ce film. S'il y a un mâle qui se prend par le bout des bois, vous le laissez tranquille. Attention, je dis bien, tant que l'animal n'est pas pris dans le filet, vous n'y allez pas. Donc en mettant cette étude en place, on aura la connaissance de ces animaux, quel trajet ils vont faire et où ils vont aller s'implanter. Voilà. Et là, on avait aujourd'hui l'obligation de poser 2 colliers GPS pour faire un suivi sur 2 biches ou bichettes. Donc, c'est les fameuses biches qui mettent en place l'arbre sur un secteur. Donc, ça, c'est ce qui nous intéressait. Et bon, c'est partie remise, comme on dit. Alors les objectifs de ce projet du programme d'études est bien évidemment que le cerf colonise l'arc jurassien qui part de Genève jusqu'au Jura suisse, voire Bâle. Le cerf a été réintroduit à la fin des années 60 dans les marais de l'Aversoix, à la limite entre la frontière française et la frontière suisse. Pour ce qui est des lâchers officiels, il y a peut-être eu des lâchers inofficiels par la suite, mais disons le noyau de base était à cet endroit-là. Pendant de nombreuses années, il n'a pas augmenté. Il y avait 3 braconniers qui sévissaient dans le secteur, donc jusqu'à ce que l'affaire se fasse, comme on dit chez nous, le cerf est resté en petite population. Une fois que le jugement a été ordonné, le cerf a commencé à être très dynamique dans cette région-là. Il a probablement recolonisé en tout cas une partie du front sud du Jura, tel qu'on le connaît maintenant entre la Faucille et la Dôle. C'est issu de ces noyaux-là, où maintenant la population est plutôt florissante. Et dans le département du Jura, seule la population du massif de Chaux était, je dirais, conséquente. À partir de 2000, il y a eu une colonisation naturelle de l'animal qui s'est faite à partir de la Suisse et à partir de l'Ain, sans que l'on en mesure au départ exactement l'amplitude. On avait des indices, mais rien d'autre. C'est pourquoi le projet Interreg a été pour nous quelque chose de primordial, afin tout d'abord de bien développer la recherche de données que l'on a à partir des indices pris sur le terrain, des comptages de jour, des comptages de nuit, des captures d'animaux équipés de balises qui nous permettent de les suivre. Toutes ces données ont pour but de développer des éléments de gestion, mais une gestion qui soit partagée par l'ensemble des partenaires du projet. Côté français, côté suisse, forestiers et chasseurs, étant les principaux partenaires, il fallait que l'information soit véritablement partagée par les uns et par les autres. L'objectif de ce matin, c'est de parcourir les zones connues de présence du cerf et d'identifier en fait les zones d'hivernage pour à l'avenir mettre en place des aménagements forestiers s'ils existent pour limiter l'impact du cerf sur la forêt. Donc les indices qu'on peut trouver ce matin du fait de la neige, c'est bien sûr des traces, des crottes,
de l'écorçage, de l'abrutissement de hêtres ou de noisetiers. Après, savoir si c'est du cerf ou du chevreuil avec la hauteur de neige. On constate aussi que la cache-piège n'est pas opérante actuellement du fait de la hauteur de neige. Sur site, on a à peu près, je pense, 1,20 m à 1,30 m de neige. Donc on ne peut pas utiliser la cage du fait que la porte ne peut pas se fermer, ne peut pas descendre, tout est gelé. Et les animaux, pour le moment, ne fréquentent pas le piège. Le peu d'indices découverts ce matin s'explique aussi par un niveau de population qui reste faible. Le plus d'animaux comptés lors des opérations de comptage de printemps est de 12 animaux, répartis de Chauneuf jusqu'à Mout, donc c'est des surfaces assez grandes. D'autre part, la population est assez jeune, on a de la reproduction depuis à peu près 3-4 ans. Ça explique le peu d'indices découverts ce matin et le peu d'animaux observés aussi en général par les chasseurs sur leur secteur de chasse. Techniquement, on connaît assez mal encore ce qui se passe en termes d'organisation spatiale, en termes d'utilisation d'habitat, dans des zones de montagne où les cerfs colonisent l'été les zones d'altitude et puis se regagnent les zones de basse altitude, exposées au soleil, en hiver. C'est les grands mouvements qui les amènent à parcourir des distances qui peuvent être sans doute de plusieurs dizaines de kilomètres parfois, on les connaît mal. Et puis le deuxième volet, alors celui-là complètement inconnu aujourd'hui, c'est les mécanismes de colonisation de l'habitat. Le cerf gagne dans le Jura, depuis le sud il gagne vers le nord, et pour l'espèce on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas si ce sont les jeunes qui colonisent, si ce sont les animaux âgés, si ce sont les mâles, les femelles. On a bien des idées mais on ne sait pas bien ce qui se passe. Alors, à ces deux dernières questions, colonisation d'une part et puis utilisation des habitants en zone de montagne, on veut répondre par une étude scientifique relativement précise, en s'appuyant sur des marquages à l'aide de colliers GPS, des suivis de ces animaux pendant plusieurs mois, voire années, et l'interprétation de ces données ultérieurement. Donc là, ce matin, nous avons procédé à une deuxième capture qui a très bien marché. On a sorti à peu près des tracks à peu près entre 15 et 20 cerfs. On a complété, au lieu de mettre qu'un filet sur la zone, on en a mis 3. La traque, on a augmenté la traque, c'est-à-dire qu'on l'a multiplié par 2 par rapport à la première fois, on n'avait fait que 1500 mètres de traque. Là, on a 3200 mètres de traque. Et puis, les cerfs étaient là, étaient bien présents. Voilà. Et nous avons capturé une biche et un faon. Une biche où nous avons équipé d'un collier GPS et d'un faon que nous avons mis des boucles auriculaires. Et le but, c'est de savoir où vont ces animaux. Si réellement ça peut monter à la montagne, comme c'est derrière nous le cas, le colombier, soit ça remonte sur les montagnes du Haut-Bugey, juste derrière, ou alors elle reste vraiment dans le secteur. Là, ça va nous donner vraiment des indices très très importants sur le suivi de ces animaux. Voilà. L'animal, on a donné un petit prénom, donc c'est Désiré. Pourquoi Désiré? Parce qu'on a bataillé, donc on a bataillé pour l'avoir, donc maintenant qu'on l'a, donc c'est un enchaînement qui va se faire, je pense, très prochainement, et ça, je pense qu'il va y avoir d'autres cerfs qui vont suivre. Donc ce comptage, il est réalisé en même temps que l'ensemble des comptages sur le massif jurassien. On a un coordinateur français et un coordinateur suisse qui donne le top départ en fonction des conditions météo et également en fonction du démarrage de la végétation et de la présence des animaux pour les zones de montagne. Donc on a 15 circuits qui sont réalisés, 4 personnes par circuit avec généralement un technicien de fédération des chasseurs ou un garde-faune, également un forestier, public ou privé, et ensuite des gens qui viennent compléter. Pour la France, c'est par exemple des chasseurs, comme vous avez pu voir ce soir, de chasseurs locaux qui connaissent très bien le secteur. Donc les comptages sont faits les mardis et jeudis soirs, à la mi-mars jusqu'à début avril à peu près, et 4 sorties sont effectuées chaque année pour pouvoir comparer les données. En Suisse, il y a des exemples de gestion de l'espèce du cerf, surtout dans les Alpes orientales, puisque depuis 100 ans il est revenu. Il y a eu des gros problèmes avec des mortalités dans la région du parc national suisse, avec des centaines d'animaux qui mouraient dans une année, dans un hiver.
Il y a eu aussi des gros problèmes dans des endroits de réforestation et les autorités ont dû trouver une solution pour réduire cet impact. Et effectivement, on s'est aperçu d'un côté que les comptages sous-estiment le nombre de cerfs vraiment présents. On a aussi remarqué comment c'est extrêmement important d'avoir des groupes bien distribués sur le territoire, donc pas avoir de grosses concentrations sur une surface, mais de trouver des zones où on peut tolérer la présence de certains nombres de cerfs. Donc créer des îles de repos pour ces animaux où on ne chasse pas pendant toute l'année. Donc les cerfs apprennent et savent que dans ces îlots, ils sont tranquilles. Ça, c'est essentiel pour une gestion efficace du cerf. Une autre chose importante, c'est qu'on doit réguler le cerf à un pourcentage de 30% de l'effectif par année. Donc on doit vraiment réguler fortement le cerf. Mais ceci entre en vigueur seulement quand on a déjà une population vitale dans ces endroits. Et donc il faut bien monitorer soit l'animal lui-même, mais aussi l'impact sur la végétation. Ça. Donc les relevés forestiers prévus dans le programme Interreg ont deux objectifs principaux. Le premier, au travers de l'indice de consommation, est d'apprécier la relation entre les cervidés et la forêt. Donc d'un côté, la forêt offre une certaine quantité d'alimentation au travers de la végétation de 0 à 1,80 m. Et puis de l'autre côté, les niveaux de population vont plus ou moins consommer cette offre alimentaire. Et l'indice de consommation va permettre de suivre dans le temps l'évolution de cette relation forêt-gibier. Le deuxième volet du protocole va concerner les enjeux de production forestière. D'abord, est-ce qu'on a suffisamment de renouvellement pour les essences de production de bois d'œuvre que sont l'épicéa, le sapin pectiné principalement, et également l'érable sycomore, puisqu'à certains endroits il peut faire des très beaux produits. Donc cette notion, est-ce qu'on a suffisamment de renouvellement de qualité? On va l'apprécier avec un critère, est-ce que la tige est viable pour faire une grume de qualité ou pas? On va compter le nombre de tiges qui sont à la fois viables pour le bois d'œuvre, non viables à cause des cervidés, et puis non viables pour d'autres raisons. Et la partie plus spécifique du cerf, on va l'enregistrer à partir de 3 mètres de hauteur pour des impacts de type frottis ou écorçage, puisque là il n'y a que le cerf qui est en mesure de les réaliser. Pour une bonne coordination du projet, des réunions de travail sont organisées régulièrement. L'objectif, c'est de trouver en fait, des techniques sylvicoles qui permettraient de diminuer l'impact des populations de cerfs sur le renouvellement forestier, en l'occurrence en ce qui concerne l'abrutissement et l'écorçage. Ces moments privilégiés sont nécessaires pour permettre aux différents partenaires d'échanger et de communiquer sur les diverses actions en cours. Parallèlement à cette communication interne, une exposition est conçue afin d'informer le public sur la biologie du cerf et sa présence dans le massif jurassien. Ce qu'on vient de voir sur les maquettes, maintenant nous le voyons en réel. Donc voilà l'exposition en cours de montage, avec notamment la hutte qui est au centre de l'exposition. Et plus loin, nous avons la remorque pédagogique qui est vraiment dans tout début de sa phase de démontage pour être remodelée et mise en forme selon nos maquettes. Un site internet a aussi été créé afin que tout le monde puisse suivre le projet. Différents documents sont régulièrement mis en ligne. Ainsi, chacun peut suivre l'avancement de l'étude et s'informer des événements qui sont organisés dans tout le massif jurassien. Une partie du site internet est réservée aux partenaires du projet. Chaque structure peut y consulter la base de données, indice de présence, ainsi que les comptes rendus de réunion. Cette partie sert à faciliter la coordination des différents travaux en cours. Sites web, conférences, projections de films et expositions sont des actions destinées à favoriser l'accès du public à l'information afin de partager toutes les connaissances issues de ce programme d'études.
fait, ça c'est. moi. Vas-y, va toucher. Ça c'est le gros cerf qui va là. Le poulet, les gros fils de pâte. Voilà. Et le sanglier. La petite pâte. Là-dedans, qui a des bois, qui a des camps. Dans le cadre de ce programme Interreg, les forestiers vaudois testent l'efficacité des techniques de protection sylvicole dans le contexte du massif jurassien. Créer des layons devrait permettre de réduire l'attrait des zones de repos. La technique du Vaubras consiste à enduire les troncs d'une substance siliceuse afin de diminuer l'appétence des écorces. De même pour les scarifications, grâce aux écoulements de résine qu'elles provoquent en surface. Pour prévenir l'écorçage, l'efficacité de filets rubans est aussi testée. Alors là, on a une protection qu'on utilise quand on fait les éclaircies. Cette protection a une durée de vie qui avoisine entre 7 et 10 ans, on va dire, et puis qui est renouvelable une fois, c'est-à-dire lors de la prochaine intervention. Donc la prochaine fois, on pourra revenir, on aura 1 ou 2 arbres là autour qu'on va éliminer, qu'on pourra de nouveau disposer au pied des candidats, quoi. Alors ce qui est difficile, là, c'est la mise en œuvre, c'est long, et puis ça, c'est relativement coûteux, quoi. Puis plus c'est pointu, plus ce sera coûteux, quoi. On a essayé de compartimenter le secteur en différentes zones, avec des zones ici où on laisse la végétation rejetée, pousser naturellement, et des zones où on a planté différents mélanges d'herbes, notamment avec de la raigrasse, avec de la fétuque ou avec du dactyle, suivant les secteurs, pour voir quelles sont les zones les plus attractives pour le cerf, pour justement offrir des zones de gagnage et puis des zones ensuite pour se mettre à couvert juste à proximité. Le principe, c'est justement éviter d'avoir une pression trop forte sur les peuplements environnants qui sont des Perchidapizea très homogènes, qui sont très pauvres en structure, avec peu d'attractivité au niveau du gagnage. Donc la gestion de l'habitat, elle se fait d'une part par une amélioration de l'habitat, donc amélioration des possibilités de gagnage, donc d'offres de nourriture pour le cerf, et par la mise en place de mesures de prévention dans des secteurs où il y a de toute manière une forte pression du cerf, pour continuer à avoir un peuplement qui peut remplir les différentes fonctions qu'on attend de lui. Pour l'heure, les dégâts restent minimes à l'échelle du massif du fait des faibles populations de cerfs et des caractéristiques de l'habitat. Le massif jurassien comprend peu de cultures, mais des prairies et des surfaces boisées très importantes où les cerfs trouvent suffisamment de nourriture durant toute l'année. Pour diversifier cette offre alimentaire, des opérations de plantation de fruitiers sont conduites en différents points du massif. Réintroduire en forêt ces essences devenues rares permettra d'améliorer l'alimentation automnale et hivernale des cerfs. On est là au milieu d'un corridor qui permet de rejoindre les marais de la Versoix avec les montagnes du Jura. Et on a là des passages qui sont assez étonnants. On a une zone aussi à la sortie de Grilly de l'autre côté, donc du côté Sauverny, qui est une grande zone aussi. J'espère qu'elle va rester. Alors le problème, c'est dans les années qui viennent de réussir à conserver ces espaces qui, sur le plan environnemental, sur le plan écologique, sur le plan de la diversité, sont absolument essentiels. Ben, c'est pas facile parce que la région a un taux de croissance qui est élevé. On est une des régions qui connaît en France le plus fort taux de croissance démographique. Donc c'est pas facile de résister à la construction, aux promoteurs, aux installations d'équipements divers. À défaut de freins à l'urbanisation croissante, des passages à faune devront donc être créés afin de mieux prévenir les risques de collision, tout en soutenant les échanges entre la population jurassienne de cerfs et celle des Préalpes.
Voici le résultat d'une collision. L'automobiliste s'en est sorti, mais pas le cerf. Cet événement a néanmoins fait prendre conscience de risques nouveaux liés au retour de l'espèce. Le long de l'autoroute A1, entre Genève et Lausanne, l'ancienne clôture empêchait le passage des chevreuils. Avec la présence de cerfs, elle devenait inefficace. C'est pourquoi les autorités ont pris la décision de faire construire une nouvelle clôture infranchissable. Mais d'autres points noirs demeurent et ce programme Interreg vise à les identifier. Les données issues du terrain sont essentielles pour connaître les principaux passages de cerfs. Et puis on a dit pour chacun de ces corridors, sur France et sur Suisse, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui n'est pas fonctionnel, comment ça marche, est-ce que le cerf passe. C'est cette analyse préalable qui permettra de déterminer les zones à aménager en priorité afin de limiter les risques de collision. Merci à tous d'être venus. L'année dernière, on a compté entre 11 et 14 cerfs bramants. Sur la partie de gauche, vous notez les écoutes de Brame en notant le numéro d'écoute. Le RUT permet de suivre les effectifs de mâles reproducteurs. C'est pourquoi des opérations de comptage au Brame sont organisées chaque année, fin septembre, début octobre, en différents points du massif, de part et d'autre de la frontière. Ces opérations permettent de suivre assez précisément l'évolution des effectifs de mâles reproducteurs et les résultats peuvent être croisés avec ceux des autres méthodes de comptage. Donc ce soir on a 14 cerfs bramants, identifiés différents. Pour ceux qui ont été vus, il y a 5 cerfs qui ont été vus, d'habitude il n'y en a pas tant, entre 10 et 12 corps. Et il y a également 9 biches et 4 fans qui ont été vus. Je vous remercie bien. En attendant, c'est un comptage qui est correct dans la norme. Il est rare que les combats du Brame conduisent à la mort d'un des deux protagonistes. C'est pourtant ce qui est arrivé en octobre 2012 à cause d'une clôture à vaches. Grâce à une parfaite coordination entre les différents intervenants du programme Interreg, un collier émetteur a rapidement été acheminé depuis la Suisse et le cerf survivant a pu être anesthésié puis équipé sur place avant d'être relâché. Grâce à cette opération inattendue, ce cerf est le 17e individu jurassien équipé de colliers émetteurs. Au total, ce sont 3 mâles et 14 biches qui sont suivis à ce stade de l'étude. Bien que les dégâts dus au cerf restent minimes à l'échelle du massif, quelques problèmes peuvent apparaître localement, sur des secteurs très particuliers, comme ici en périphérie des marais de Lavour. Ces marais représentent une zone de quiétude, du fait de leur statut de réserve naturelle, ce qui induit un effet de concentration des animaux durant la saison de chasse. Ce secteur est une zone d'agriculture intensive, comprenant de nombreux champs de colza et de maïs, non protégés par des clôtures spécifiques, mais très attractifs pour les cerfs et les sangliers. Enfin, c'est un habitat fragmenté, à cause d'une voie ferrée qui restreint fortement les déplacements des cerfs entre la plaine et la zone montagneuse. C'est pourquoi le programme Interreg
s'intéresse à comprendre le comportement et les déplacements des cerfs sur ce secteur très particulier, afin de mieux prévenir les dégâts et proposer des solutions locales qui, à terme, seront utiles à l'échelle du massif. Donc on travaille à favoriser la réalisation du plan de chasse en prenant des mesures adéquates. Donc ça va être le regroupement de territoires pour que les plans de chasse qu'on attribue soient réalisés. Le cerf est une espèce qui occupe de vastes espaces par rapport au chevreuil. Donc on est obligé de regrouper des territoires pour que les plans de chasse puissent se réaliser. On attribue aussi à l'intérieur des réserves de chasse pour éviter les zones de concentration. Une des mesures aussi de l'Interreg, ça a été de mettre en place un système de catégories de bracelets assez simple pour que le chasseur puisse facilement prélever les animaux et également d'uniformiser ces catégories de bracelets à l'échelle du massif jurassien pour que le chasseur retrouve le même type de bracelet dans le département du Jura, dans le département de l'Ain et dans le département du Doubs. Donc cet objectif-là, il a été atteint. C'est des mesures simples mais qui permettent de chasser le cerf de façon plus facile, comme également la chasse par temps de neige dans le Haut-Jura, elle peut arriver rapidement, et ce qui pouvait limiter la chasse. Aujourd'hui, la chasse par temps de neige est autorisée sur l'ensemble du massif jurassien. Donc, la gestion du cerf, elle est confiée par la législation fédérale au canton. Donc chaque canton de Suisse peut le gérer de la manière dont il l'entend. Il peut le chasser comme il peut ne pas le chasser. Et puis l'intensité de la chasse, il peut aussi en décider lui-même, le canton. Dans le canton de Vaud, c'est un cas en fait où l'intensité de la chasse est décidée politiquement, bien entendu. Et en fait, pour prendre la décision, le monde politique se base sur l'avis des propriétaires forestiers, sur l'avis des chasseurs, sur l'avis des ONG. Et puis, ensemble, ils déterminent des objectifs à atteindre en matière de cerfs. Très clairement, dans le canton, l'objectif actuellement, c'est stabiliser les populations de cerfs. Donc ce n'est pas en avoir partout au milieu pour l'accueillir, c'est avoir des effectifs supportables, et c'est là où il y a toute la nuance du terme, du point de vue du propriétaire forestier, mais aussi des agriculteurs, dans l'ensemble du canton. Pour se fonder en fait sur des choses autres que de l'émotion des partenaires et de nous-mêmes, on se base sur des comptages qu'on réalise ensemble avec les Français. Et ça, c'est relativement nouveau. Et on compte simultanément, selon le même protocole, avec des agents de terrain à plusieurs reprises, les cerfs sur des endroits bien déterminés. Et puis ça nous permet comme ça d'avoir au cours du temps un indice d'évolution de la population. Donc on ne compte pas tous les animaux, c'est clair, mais ça nous donne une idée de savoir si la population augmente, est stable ou au contraire diminue. Alors qui en fait réalise les mesures sur le terrain, notamment la régulation? Elle est confiée prioritairement aux chasseurs. Donc pour ce faire, dans le canton de Vaud, les chasseurs doivent s'inscrire par équipe de 12 personnes. Ils ont ensuite des secteurs qui sont désignés, qui ne sont pas des communes ni des petits bouts de massif, c'est vraiment des endroits liés à des unités de gestion du cerf. Ils sont attribués à ces équipes de chasse qui vont donc prélever un certain nombre de bracelets que nous leur attribuons en fonction de ce qu'on a compté au printemps et de ce qu'on a compté au moment du brame. Et effectivement, on règle l'intensité de la chasse de cette manière-là. Pendant plusieurs années, on a fermé par exemple la chasse du mâle parce qu'il y avait une trop grande pression par le passé. Pour restaurer un équilibre, un sexe ratio, ça a relativement bien marché. Donc maintenant, on rouvre un petit peu le robinet aux chasseurs en leur distribuant à leur grande satisfaction quelques bracelets de mâle. Parce que la situation s'est améliorée. Mais on préserve toujours ces mâles adultes, reproducteurs. Donc on ne distribue pas à chaque équipe un bracelet de grand mâle, mais à une équipe sur 5, en moyenne, un bracelet de mâle adulte. Alors on se trouve ici sur un lieu extrêmement important pour l'espèce puisqu'on est en bordure des marais de l'Aversoix avec le canton de Genève tout proche et puis de l'autre côté le département de l'Ain avec le pays de Gex. Paradoxalement, on se trouve ici à 10 minutes du centre-ville de Genève. Donc cette région a connu une très forte urbanisation évidemment, c'est une urbanisation qui va se poursuivre et un des enjeux c'est d'arriver à conserver l'espèce malgré ce processus qui est intensif. Dans le projet Interreg, il a beaucoup été question de dégâts forestiers, voire même de dégâts agricoles. Donc c'est une source d'inquiétude évidemment pour les acteurs concernés. Il ne faut pas oublier aussi que paradoxalement, le retour du cerf, c'est un succès en matière de biodiversité. Donc c'est un succès en termes de loi fédérale sur la chasse, mais sur les forêts aussi. Parce que finalement, avoir à 10 minutes du centre-ville, d'une agglomération comme ça de plusieurs centaines de milliers d'habitants, des espaces naturels encore fonctionnels, de grandes forêts encore fonctionnelles, qui permettent d'abriter des grands mammifères et surtout le retour de ces animaux, c'est un gage en matière de qualité de vie. En fait, le cerf est un bon indicateur de la qualité de vie à proximité des grandes agglomérations, on peut le formuler comme ça.